avec l'aide d'Hachem aujourd'hui, découvrir une nouvelle facette de la Gemara, Baba Metia. Alors donc on se rappelle tous, on est en train d'essayer de définir une des 613 mitzvot de la Torah. Vous savez tous qu'une personne qui trouve un objet, ce qu'on appelle les objets perdus, une personne qui trouve un objet dans la rue, il a une mitzvah. Hachem demande à tout un chacun de prendre la peine de ramasser l'objet perdu et le restituer à la personne qui l'a perdu. Pourquoi ? Parce que le malheureux qui a perdu son objet, il fait plein de prières. Il a perdu 100 euros, il a perdu son portefeuille, il a perdu ses papiers. Il dit Hachem, fasse que quelqu'un, un bon juif, le ramasse et qu'il ait l'amabilité de me passer un coup de fil. Je suis prêt à faire 100 km et qu'il me rende mon portefeuille. D'accord ? Donc Hachem, dans la Torah, il est écrit une histoire très. De la même manière qu'on doit mettre les tefilines le matin, on doit mettre le talit, on doit mettre la mezouza, on doit manger les matzot, on doit prendre le lulav, etc. Cette mitzvah aussi, qu'on retrouve toujours dans la rue, on n'a pas le temps parce qu'on est très pressé, on doit aller au travail, et on n'a pas le temps, on nous attend, on a un rendez-vous super important. Non, il faut se courber, ramasser, le prendre, le publier, téléphoner, chercher la personne. Ça, c'est fait partie des 613 mitzvot de la Torah. Mais évidemment, l'objet trouvé, il y a deux types d'objets. Premier objet, c'est un objet avec un signe distinctif. C'est-à-dire que je peux retrouver le propriétaire. Pourquoi ? Parce qu'il a laissé sa carte d'identité, il a laissé son numéro de téléphone. C'est un objet qu'on peut retrouver son propriétaire. On peut faire des recherches et retrouver son propriétaire. Mais il y a des objets qui ne sont pas identifiables. Pourquoi ? Si vous trouvez un stylo Bic dans la rue, un stylo Bic, c'est à qui ? Personne ne peut savoir. Ça peut être à monsieur tel ou monsieur un tel, ça peut être à 1001 personnes. Donc en réalité, c'est un objet perdu qui ne pourra jamais, au non jamais, être restitué à son propriétaire. C'est ce qu'on appelle dans la Torah. La Torah nous dit, dans un tel cas, cet objet-là appartient à celui qui l'a trouvé. Pourquoi ? Parce que la personne qui l'a perdu, obligatoirement, il a fait le yiouch. Il s'est découragé de le retrouver. Donc je dis, comme on dit chez nous, kapara. Que ce soit la kapara. Je l'ai perdu, que Hachem considère ça comme expression de mes fautes. Il me pardonne mes fautes. D'accord ? Donc on a bien compris. Donc pour l'instant, dans les 1, 2, 3, 4 dapim que nous avons étudiés jusqu'à aujourd'hui, on a vu la première facette. Des objets qui sont non identifiables. C'est-à-dire, on a un petit peu vu tous les objets qu'on n'arrive pas à identifier. Cet objet. Aujourd'hui, dans la deuxième facette de notre Mishnah, qui commence du Daf Chaf Dalet Amud Bet pour passer après dans le Daf Chaf E, donc on va voir la deuxième facette. Des objets qui sont 8, et on arrive 8 à les identifier. À savoir qu'il va y avoir des signes qui peuvent nous indiquer la propriété de la personne. Et c'est ce qui est très intéressant, c'est qu'on va rentrer dans les finesses. Quel signe ? C'est que c'est un signe suffisamment fort, suffisamment prouvant pour dire « Ah, mais c'est à lui !» « Ah, c'est à cette personne-là !» Comment on fait pour le retrouver ? Bon, les cas que je vous ai dit, c'est facile. Si vous avez la carte d'identité, il n'y a même pas d'enjeu. Mais il y a toutes sortes de cas qui ne sont pas exactement aussi simples. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc la Mishnah, elle va énumérer 10 cas. Tout simplement. Même 11. Bon, j'en ai marqué 11, mais après on va dire il y en a 2 qui sont similaires. Pour l'instant, on a compris qu'il y en a 11, mais à la fin du parcours, il n'y en aura que 10. Donc on va passer un après l'autre, et après vous allez voir que bien que ça a l'air tout à fait facile à comprendre, parce que c'est des choses qui sont simples, vous allez voir après qu'on va faire des déductions très subtiles pour pousser la réflexion au maximum et dire, et ce cas-là, c'est considéré comme un signe, et ce cas-là, c'est considéré comme un signe, et ce cas-là, on peut retrouver son propriétaire ou pas. Voilà l'enjeu de notre étude aujourd'hui. D'accord les amis ? Vous êtes d'accord ? Allez, on y va pour une petite heure sympathique ensemble.
Comme ça, on étudie ensemble, avec. Regardez, quand on étudie ensemble, c'est bien. Parce que vraiment, vous étudiez ensemble. Moi, je suis très content d'étudier avec vous. Deuxièmement, il y a Kajbro qui vient écouter notre shiur. Ben oui, parce que c'est écrit dans la Mishnah, dans Perkei Avot, que dès que deux personnes se mettent à étudier, alors Ashrina Benehem, la Shrina, elle se trouve avec eux. Donc Avachomer, quand il y a Baour Hashem, il y a plus que deux personnes. Troisièmement, on est très content parce qu'on va découvrir les vraies valeurs de notre Torah. Et là, on sait très bien qu'une personne qui étudie la Torah, non seulement elle se rapproche de Dieu, mais son être se transforme. Vous savez, chaque matin on dit Modéani, on fait Modéani, après on dit Lokan Neshama, c'est-à-dire qu'une personne qui étudie la Torah, chaque jour, elle s'améliore, elle est meilleure que la veille. C'est plus la même personne. Aujourd'hui, je suis tel et tel, demain je serai meilleur. Et après-demain, encore meilleur. Et après le surlendemain, encore meilleur. C'est ça l'étude de la Torah. La Torah, c'est pas simplement d'étudier des sciences. Je suis chercheur au CNRS sur ça, ou bien je suis maître de conférence à la Sorbonne. C'est pas ça. C'est pas intéressant tout ça. La Torah, ce qu'elle fait, elle transcende l'être humain, elle le rend meilleur. Chaque jour un peu meilleur. Chaque jour un peu meilleur. Aujourd'hui, tu es ça, demain tu es un peu mieux. Et après-demain, encore un peu mieux. Et voilà, Bezrat Hashem. Allez, vous avez le courage? Vous avez du courage? Allez, on y va. Allez, Ve'elu, alors comment ça marche? Vous avez déjà habitué, il y a toujours cette bande-là sur laquelle il y a écrit en hébreu. Vous pouvez suivre là, grâce à notre ami Jean-Paul là, qui est toujours là. Et évidemment, notre ami Patrick qui nous fait, Baruch Hashem, le plaisir de gérer tout ce shiur. D'ailleurs, on peut le remercier parce que vraiment, c'est un gros travail. Bravo, parce que c'est vraiment c'est vraiment beaucoup de temps qu'il utilise, de son temps précieux, il a une famille, des enfants, pour faire que notre shiur réussisse. Alors, on va apprendre cette Mishnah. Donc, on peut le suivre ici, comme ça, vous avez le texte en hébreu avec des points. Vous pouvez le suivre sur la diapo, parce que des fois, il y a des schémas, et il y a des images, etc., pour plus concrétiser notre étude. Et voici l'étude. Ve'elu chayav lachis. Voici maintenant la deuxième facette de notre Mishnah, les objets, les choses, les fruits, les légumes, tout ce qu'on peut trouver dans la rue, et qu'on a l'obligation de l'achis, d'annoncer. Parce que, évidemment, comment ça marche? Vous trouvez quelque chose, qu'est-ce que vous faites? Vous allez taper dans chaque porte, monsieur, c'est à vous? Monsieur, c'est à vous? Ben, écoutez, c'est impossible, je ne peux pas passer ma journée, il y a 100 000 personnes. Comment on fait? On écrit dans les synagogues, dans les endroits publics, on écrit, objet trouvé, j'ai trouvé un portefeuille. Vous écrivez, j'ai trouvé un portefeuille. Mais évidemment, ne dites pas ni la couleur, ni le nom, vous dites, j'ai trouvé. Et la personne qui a perdu va vous contacter, et à ce moment-là, vous allez lui demander quel portefeuille, qu'est-ce qu'il y avait dedans, quelle couleur, etc. De cette manière-là, vous allez identifier est-ce que c'est vraiment le propriétaire. Parce que n'oublions pas que là, on vous donne la responsabilité d'être, si vous voulez, des dayanim. Parce que vous avez de l'argent qui ne vous appartient pas, et vous devez le restituer à une personne. Mais imaginez-vous que vous êtes trompé. Vous rendez le portefeuille avec 100 euros à X. Alors qu'une semaine après, il y a monsieur Y qui dit « Tu n'as pas trouvé mon portefeuille ?» Il dit « Mais je t'ai rendu. » Mais t'es fou, quoi. Tu as rendu à lui, mais c'est à moi le portefeuille. Donc qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez, entre guillemets, volé. Parce que vous avez pris l'argent qui appartenait au vrai propriétaire et vous l'avez restitué à un faux propriétaire. Donc, lorsqu'on a entre les mains un objet perdu, c'est très important, c'est très, entre guillemets, grave, parce qu'il faut après statuer, est-ce que j'ai le droit de le rendre ou j'ai pas le droit de le rendre? Parce que s'il donne des bons signes qui nous montrent que c'est lui le propriétaire, je lui rends. Mais si c'est des signes douteux, bon, il est ou rouge, ou vert, ou jaune, ou violet, bon, il est dans une des 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Ah, tout d'araba, mais tu sais pas quelle couleur il est ton portefeuille. Non, c'est une des 7 couleurs. Je dis, mais écoute, la prochaine fois, quand je trouve quelque chose, je t'appelle. Allez-y. Alors, dit la Mishnah, Ve'elu chayav lachis. Voici des objets que nous avons l'obligation par la Torah d'annoncer, publier et faire savoir que j'ai trouvé. Premier des cas, Matzah Perot Bakeli. Quelqu'un a trouvé un récipient qui est plein de fruits. Alors, il faut savoir
parce qu'on a déjà expliqué plusieurs fois dans ces cours, qu'à l'époque de la Mishnah, c'est pas du tout le même système qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous achetez un récipient, vous achetez à Auchan, vous achetez à Leclerc, vous achetez dans une grande surface. Tous les récipients, ils sont exactement les mêmes. Il y en a 100, 200, 1000, 10 000, 100 000 pièces qui sont exactement la même chose. À l'époque, chacun fabriquait ses propres récipients. Pourquoi? Parce qu'il prenait de la terre glaise et il faisait chauffer, il mettait dans le four. Il faisait ce qu'on appelle aujourd'hui des ustensiles en argile. Donc chacun il avait une forme, etc. Donc le récipient, par définition, c'est quelque chose qui peut être, on peut l'identifier. Parce que mon récipient, mon verre, mon assiette, etc., elle n'est pas pareille que la tienne. Aujourd'hui, tous ces arcopales, tout ça. À l'époque, c'était pas comme ça. Chacun, il avait sa propre assiette. Parce que mon assiette, elle est pas droite. C'est normal, parce que chaque jour, on a de soupe, c'est pour ça que la soupe, elle tombe par terre. Mais bon, voilà. Chacun, il faisait ces choses-là. Donc, un récipient, par définition, est considéré comme un objet qu'il y a un signe distinctif. Ok? Maintenant, dit la Mishnah, si tu trouves des fruits dans le récipient, ben évidemment, si le récipient, la personne, elle va te donner des signes, ben évidemment, les fruits qui sont à l'intérieur, parce que les fruits, il n'y a pas de siman, parce qu'une pomme, parmi 100 pommes, vous n'allez pas reconnaître votre pomme. C'est impossible. Vous ne pouvez pas dire, ah, ouais, j'ai 100 pommes, voilà, c'est la mienne, c'est celle qui est à droite, à gauche. Non, c'est tous les mêmes pommes, d'accord? Donc, si vous trouvez un récipient, dans l'intérieur, il y a des fruits. Donc, puisque le récipient appartient à monsieur tel, vous lui rendez et le récipient et les fruits. C'est vrai que les fruits, il n'y a pas de siman, mais s'ils sont dans le récipient, ben, c'est sûr et certain que de la même manière que le récipient, ça appartient à monsieur Réhouven, ben, les fruits, ça leur appartient. Ok? Donc, c'est ce que dit la Mishnah. Matzah perot bakeli, ou bien, évidemment, keli kemochei, ou un récipient vide, ben, à plus forte raison. Ça, c'est les deux premiers cas. Ou bien, Ma'ot Bekis. Alors, encore une fois, les bourses, le kis, ça veut dire le portefeuille, chaque portefeuille était différent. Aujourd'hui, on peut avoir tout. Voilà, il y a des marques, voilà, c'est toujours les mêmes. Bon, il y a aussi des différences. Mais en tout cas, à l'époque, chaque portefeuille, chaque bourse était différent. Donc, automatiquement, si moi, j'arrive à identifier, je dis voilà, mon portefeuille, il est vert, il est comme ça, je donne des signes de la manière comment il a été façonné, fabriqué, etc. Donc, c'est sûr que c'est m'appartient. Donc, c'est un signe distinctif. Donc, même si l'argent, je ne peux pas dire, oui, j'ai un chèque, voilà, j'ai un billet de banque, regarde le numéro, c'est le 1 242 249,9999 à l'infini. Il n'y a pas de virgule dans les billets de banque. Donc, c'est pas le tien. Non, mais il n'y a pas de siman dans un billet de banque. Il n'y a pas de siman, parce que tous les mêmes. 100 euros, 100 euros, 100 euros, 100 euros. Et même si vous vous rappelez d'un numéro de votre... Parce que vous savez combien il y a de numéros dans un billet? Les Américains, regardez les dollars. C'est incroyable combien de numéros. Encore les Européens, ils ont fait des billets qui a plusieurs numéros. Mais les Américains, c'est incroyable combien il y a de numéros dans leurs billets. Chaque billet, il y a, comme vous dites, au moins 10 chiffres. Il y a des correspondances en plus entre les différents chiffres que nous ne connaissons pas. Ah oui? Il y a des codes qui font. Ah, il y a des codes? Ah ouais, c'est vrai? Ah, c'est comme ça, alors d'accord. Ah, il y a des correspondances. Ah, d'accord, bravo. Donc, mais même si vous êtes arrivé à trouver le bon chiffre, ça marche pas. Parce que peut-être vous avez donné ça je sais pas moi, au boulanger. Donc, c'est pas sûr encore que ça vous appartient. Parce que l'argent, c'est pas fait pour le garder, c'est fait pour acheter. D'accord? Donc, si on trouve des pièces de monnaie dans une bourse, ou bien, à plus forte raison, une bourse vide, les 4 cas. Donc, on a déjà 4 cas que c'est clair. Ou bien, c'est déjà plus difficile, Cibouré Pérote. On a trouvé une pile de fruits. Vous marchez dans la rue et vous voyez comme ça, une pile de fruits. Alors, écoutez bien, ça c'est déjà un deuxième
un deuxième volet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on trouve un objet dans la rue, il y a deux options. Première option, que la personne, il a fait tomber. Il a perdu. J'avais dans ma poche, c'est tombé. Ça, c'est le cas classique. Que quelqu'un, il a quelque chose dans sa poche, où c'est que j'ai mis mon portefeuille? Ah, j'ai marché, je l'ai oublié, je l'ai fait tomber. Ça, c'est le premier cas. Mais il y a un deuxième cas, et c'est ce cas de la Mishnah qui va nous dire, c'est que quelqu'un, il a pu déposer son objet dans la rue momentanément pour revenir le chercher dans quelques instants, et après, il a oublié de venir le rechercher. Et il a oublié dans la rue. C'est ce qu'on appelle derer inouar. Il n'a pas fait tomber. Il a déposé. Je prends un exemple. Imaginez-vous, vous faites des courses à Auchan, et vous avez acheté vous revenez avec votre cabas, votre sac, et vous le mettez devant votre voiture. Et vous faites monter les courses dans votre maison. Vous avez tout monté, vous avez oublié un sac. Vous avez oublié votre sac là devant, voilà, un sac, il y avait plein de choses, vous avez acheté. Un sac, il y avait iPhone, il y avait un Mac, il y avait quoi d'autre encore? Plein de choses, voilà. Il y avait aussi une montre, voilà. Ou bien il y avait, voilà, une Rolex, voilà, que ça. Ou bien vous avez fait juste un petit cadeau à votre femme, 2 carats, voilà, pour Hanouka, quoi, un petit truc sympa comme ça. Et vous avez oublié devant la voiture. D'accord? Vous l'avez oublié devant la voiture. C'est pas que vous l'avez perdu, c'est que vous avez oublié, vous l'avez posé là-bas, mais vous l'avez oublié de venir la chercher. Moi, je passe, je vois ce truc-là. Moi, je vois ça. D'accord? Je dis, c'est pas quelqu'un qui a fait tomber. On peut pas tomber un sac comme ça. Ça tombe pas, ça. Ça, c'est sûr que quelqu'un, il a oublié devant sa voiture. C'est ce que dit la Mishnah. Si vous voyez une pile de fruits, on ne fait pas tomber une pile de fruits. On fait tomber un fruit. Vous êtes venu, il y avait un trou dans le sac, il y a une pomme qui a dégringolé. Mais quand vous voyez une pile de fruits, ça veut dire que quoi? Quelqu'un, il avait mis des fruits là pour l'instant. Parce que n'oublions pas qu'à l'époque, c'était évidemment des gens qui étaient très très dans l'agriculture, ils étaient très des paysans, donc il avait posé des fruits comme ça. Il a dit, bon, je vais venir les chercher. En fin de compte, il les a oubliés. Dans ce cas-là, aussi, ça s'appelle un signe. Pourquoi? Parce qu'il y a encore une fois, deux manières. Ou bien on l'a fait tomber, ou bien je l'ai posé et j'ai oublié de venir les chercher. Ça, c'est la deuxième partie que j'ai oublié de venir les chercher. Ou il a pas besoin de revenir. Ou il est en train de revenir. Oui. Ou bien il monte au 5e étage et le gars il trouve là-bas, il trouve son sac. Et le temps qu'il arrive, l'autre il l'a pris. Donc évidemment, ça ne lui appartient pas. Encore un autre cas, aussi des cas que quelqu'un il peut oublier des choses. Sibouré Maot. Alors voilà, c'est ça le cas que je vous dis, le 6 et le 7. Alors pour l'instant, on va expliquer que c'est deux cas, mais on verra que dans la Gemara, on va expliquer que en vérité, c'est pas 6 et 7. 6 qui est 7. Mais pour bien comprendre la Gemara qui va suivre, on va faire 6 et 7, que c'est deux cas. Mais après, on va dire qu'en vérité, c'est pas deux cas distincts. C'est l'explication. Le 7, c'est l'explication du 6. À savoir, Sibouré Maot. Des piles de pièces de monnaie. Deuxième chose, Shalosh Matbeot Zou Agabezou. 3 pièces disposées l'une sur l'autre. Alors on pensait qu'au départ c'était deux choses. Réponse non, c'est pas deux choses, c'est une seule chose. Qu'est-ce qu'on appelle des piles? C'est qu'il faut qu'il y ait au moins 3 pièces une sur l'autre. Parce que d'une manière, écoutez, on va faire des statistiques, d'accord? Faisons des statistiques. Si vous faites tomber 3 pièces d'argent de votre poche, combien y a-t-il de chances que ces 3 pièces tombent l'une sur l'autre? Combien de chances? Autant que de gagner l'euro million. C'est-à-dire des millions de chances de ne pas gagner. D'accord? Mais c'est impossible que d'avoir fait tomber 3 pièces de votre poche, ils sont tombés comme ça. Tac, tac, tac. Un sur l'autre. C'est pas possible. Quand vous faites tomber 3 pièces, essayez, faites tomber 3 pièces, il y en a une qui va par là-bas, une qui va par là-bas, une qui va par là-bas. Mais ils ne peuvent pas tomber l'une sur l'autre. Donc, si ils tombent l'une sur l'autre, sûr que c'est pas tombé. C'est quelqu'un qui les a posées et qui va venir les rechercher. C'est pas possible. C'est pas quelqu'un qui les a fait tomber de sa poche. Et on considère que 2, c'est possible à tomber l'une sur l'autre. Ah, bravo.
Alors justement, c'est pour ça, très bien. Alors pourquoi il en faut 3? Pourquoi il en faut 3? A priori, 2, ça marche. Parce qu'on va voir que ça parle, qu'en vérité, ils se chevauchent. Ça veut dire qu'ils ne sont pas vraiment une sur l'autre, c'est chevaucher. Alors 2 se peut se chevaucher, tomber 2. Mais que 3 sont chevauchés, c'est vraiment un peu tiré par les cheveux. Allez, on continue. 8e cas, Krichod Beshut Yachid, ou bien Kikarot Shebalabait. De quoi on parle? Des petites gerbes. Rappelez-vous, dans la première Mishnah, on avait dit des grandes gerbes. Là, on est dans les petites gerbes. D'accord? Au début qu'on avait étudié, c'était les grandes gerbes. Mais là, c'est des petites gerbes dans un domaine privé. Parce que rappelez-vous, qu'est-ce qui se passait? Il y avait donc la moisson. Dans la moisson, donc tout le monde coupe ses gerbes, donc ils sont tous les mêmes. Mais après, il y a les artisans, qu'est-ce qu'ils font? Les grandes gerbes, ils les coupent d'une certaine taille, d'une certaine manière, et ils les attachent d'une certaine manière. D'accord? Donc là, on reconnaît, si vous voulez, la gerbe, elle n'a pas de signe, parce que toutes les gerbes sont exactement, les gerbes de blé, ils sont tous les mêmes. Mais la manière, puisque c'est des petites gerbes qui ont été déjà précoupées, arrangées, attachées, etc. Donc on dit, c'est pas possible. Ça, c'est sûr et certain que c'est un siman. C'est pas une gerbe qui est tombée. Parce qu'une gerbe qui est tombée, par contre, on peut le savoir qui est son propriétaire. Alors que ces gerbes qui sont coupées et en plus se trouvent dans un domaine privé, c'est-à-dire, on avait expliqué que le domaine privé ici, c'est pas la rue, et c'est pas la maison, parce que la maison, évidemment, c'est évident, mais domaine privé, c'est-à-dire, des endroits qui sont pas fréquentés. Pourquoi? Parce que rappelez-vous ce qu'on avait étudié déjà ça. Parce que si c'est tombé dans le plein milieu de la rue Charles de Gaulle ou bien dans les Champs-Élysées, il y a tellement de perçages que les gens sont venus, ils ont écrasé le siman. Donc ça s'appelle siman et assou, didares. Un siman qui est fait pour écraser, c'est pas un siman. Les gens vont marcher dessus, après on ne pourra plus retrouver ni le nœud spécifique qu'il avait fait, ni la forme des trucs, ni la quantité, parce qu'il va donner un coup de pied dedans et ça va partir dans tous les sens, après c'est fini, on ne peut plus retrouver son propriétaire. Ou bien, Kikarot Chabalabait. Le 9e, c'est le pain fait par un maître de maison, moi je dirais même plus, par une maîtresse de maison, parce que monsieur Elia, vous faites les chalotes à la maison? Non, voilà, bravo. Mon non plus, alors on est 2. Donc voilà, donc le maître de maison, c'est Balabaït, ça veut dire la maîtresse de maison. Ok? Donc c'est des pains spéciaux. Regardez comment c'est intéressant. Est-ce que vous avez vu 2 chalotes qui ont le même goût? Prenez les chalotes de tous les gens que vous connaissez, mettez ici. Est-ce qu'ils ont le même goût? Pourtant, c'est la même recette. De l'eau, de la farine, c'est ça. Mais ça ne sent pas le même goût. Ni la même forme, ni le même goût, ni la même manière de cuisson. Chacun, il a sa particularité. Et voilà qu'on arrive aux 2 derniers. Gizeh Tsemer Alekuchim Betauman, aussi des toisons de laine. On avait vu donc ces fameuses tiges de laine qui ont été fabriquées, mais c'est comme c'était fabriqué dans une boutique d'un artisan, donc il a une particularité. Ou bien Kadeh Yahin et Kadeh Shemen. La Gemara l'avait rappelé, avant, rappelez-vous qu'on avait dit qu'on parlait ici des cruches, mais qui sont fermées, la fermeture, chacun avait sa propre fermeture. C'est pas comme aujourd'hui, Coca-Cola, tous les mêmes, la fermeture. Ils ont un bouchon. Comment on faisait? On mettait comme ça, ils mettaient après une sorte de cire, et la cire, chacun il avait sa propre fabrication artisanale, personnelle. Donc le vin ou les cruches d'huile, dans tout ce cas, dit la Mishnah, Are Elo Chayav Leachiz. Voilà que tous ces cas-là, on a l'obligation d'annoncer et donc de publier et donc de rendre à son propriétaire. Donc on résume, pas les cas, mais on résume les règles. Les règles sont simples, nettes et précises. 2 catégories. Première catégorie, quelque chose qui est tombé de ma poche, mais j'arrive à retrouver son propriétaire parce qu'il a un signe distinctif. Deuxième cas, des choses que j'ai pas perdu, mais j'ai posé et j'ai oublié. Dans ce cas-là, tu dois le rendre. Ok? C'est simple, c'est facile. Allez-y, on commence avec Agmara. Donc on a gagné une Mishnah. Jean-Paul, bravo, une Mishnah. Non, mais je te dis, on a gagné une Mishnah. Toujours, hein? Regardez, Mishnah, c'est comme les mêmes lettres que Neshama. Mishnah, Neshama, c'est les mêmes lettres. Une Mishnah, ça fait du bien à notre Neshama. On se sent mieux. Respirons. Allez, on y va maintenant. Gemara. Maintenant, la Gemara. Mais la Gemara, vous savez, c'est la science
qui est la science c'est la science de Dieu. C'est-à-dire que vous allez voir, parce que dans la Gemara, si vous voulez, c'est le message d'Hachem, le message que Hachem il veut transmettre au Ben Israël. On va voir combien chaque mot de la Mishnah ça a une importance. C'est pas un fait divers. C'est pas le Parisien. On a lu Parisien, voilà, on a lu un article dans Le Monde. Voilà, il a dit ça, il a dit ça. Ça, c'est pas ça. La Gemara, c'est minutieux. C'est minutieux. Chaque mot, pourquoi, comment, on cherche, on réfléchit, on analyse, on dissecte, on rentre dans les explications. Pourquoi, le comment, et dans ce cas-là, et pourquoi ceci, et pourquoi cela. Voilà, c'est ça la Gemara. C'est la Gemara. Et ça aiguise notre réflexion. Et c'est pour ça que le peuple juif est considéré comme le peuple du livre et le peuple qui est le peuple élu. Pourquoi ? Parce que c'est un peuple qui réfléchit. C'est un peuple qui arrive à se remettre en question et arrive à analyser des situations et de prendre des directives. Et ça, c'est le principe de la Gemara. Ça, c'est la Torah qui nous a appris. Alors regardez combien on va maintenant être précis. On va reprendre le premier cas, qui avait l'air tout à fait anodin, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'on avait dit ? On a trouvé un récipient, dans l'intérieur il y avait des fruits, une récolte dans un récipient. Ou bien on a pris le cas que le gars il avait son portefeuille, son porte-monnaie, sa bourse, et donc il avait de l'argent. Qu'est-ce qu'on avait dit ? Si tu mets de l'argent dans ton portefeuille, si tu arrives à prouver que c'est ton portefeuille, l'argent qui est à l'intérieur c'est le tien. Parce que c'est pas possible que, imagine-toi, toi tu as perdu ton portefeuille vide. Et après, il y avait un monsieur qui avait perdu 100 euros de sa poche, et les 100 euros, ils sont venus se glisser dans ton portefeuille. Non, mais c'est n'importe quoi, ça. C'est certain que si tu dis que le siman sur le portefeuille, obligatoirement que l'argent qui est à l'intérieur t'appartient. La même chose pour l'ustensile. Si l'ustensile, c'est à toi, ce qu'il y a dedans l'ustensile, c'est aussi à toi. Donc, la Gemara nous dit Tama de matzah perot bekeli ou maot babkis. La raison pour laquelle on doit rendre l'objet entier, à savoir la récolte avec le récipient, les pièces dans un portefeuille. Pourquoi ? Parce qu'ils sont imbriqués l'un dans l'autre. Cela veut dire, imaginons-nous le cas suivant. Vous avez un portefeuille vide et à côté un billet de 100 euros. Voilà, ils sont juste à côté. Un portefeuille vide avec 100 euros. Attends, le portefeuille, ok, et les 100 euros. Et les 100 euros, qu'est-ce que je fais avec les 100 euros ? Bon, le portefeuille, ok. Le portefeuille, évidemment, ça appartient à quelqu'un parce qu'il a un signe distinctif. Mais les 100 euros qui sont à côté, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pu tomber du portefeuille. Ah, bravo. Ou bien, deux options. Ou bien, ils ont pu tomber du portefeuille lorsque c'est tombé. Soit, il y en a un qui a perdu son portefeuille. Et il y a quelqu'un qui a perdu 100 euros, un à côté de l'autre. Ou bien que les 100 euros, ils étaient à 100 mètres, un coup de vent, ils ont posé juste ici. Qu'est-ce que je fais lorsque j'ai deux objets qui sont juxtaposés l'un avec l'autre ? Un, il a un siman, le deuxième, il ne l'a pas. Qu'est-ce que je dis ? Si le portefeuille, il appartient à Réhouven, les 100 euros, ça appartient à Réhouven. Mais je dis non, attends, tu vas trop vite. Les 100 euros, il n'y a pas de siman. Celui-là, merci Hachem, merci. 100 euros. Ouf. Bon, le portefeuille, je le rends. Qu'est-ce que je fais ? Dit la Mishnah nous dit, pourquoi ? Parce que c'est ça qu'on va analyser. Comment on a analysé ? On a dit, si tu as trouvé un portefeuille, et à l'intérieur du portefeuille, il y avait de l'argent, dans ce cas-là, tu dois le rendre. Ça veut dire que si tu as trouvé un portefeuille et à côté de cela, il y a de l'argent, tu ne rends pas. Parce que sinon, la Mishnah, elle aurait pu dire un plus grand chidouche. Elle aurait dit encore un plus grand din, une plus grande halakha, une plus grande règle. Elle nous dit, si deux choses sont juste à poser, rends-les les deux. Non, la Mishnah dit non. Un portefeuille, s'il y a l'argent à l'intérieur. Ça veut dire que si l'argent n'est pas à l'intérieur, l'argent, tu le gardes, et le portefeuille, tu le rends. Vous avez compris ? C'est ce qu'on appelle analyser un texte de Mishnah. La Mishnah, c'est pas un texte anodin. C'est pas simplement, voilà, on a lancé une règle. On a bien
ficeler la règle. On a dit matzah kis ou betocho maot. Toch, intérieur. Mashma, que si tu enlèves de l'intérieur, tu le mets à l'extérieur, ben non, je te rends ton portefeuille, mais l'argent, je le garde. Bravo. C'est ce que l'Agmar a dit. Akeli. Mais c'est vrai aussi que je dis pas de portefeuille, mais c'est vrai aussi pour avec la récolte, avec le morceau de blé, c'est la même chose, hein, c'est exactement. Ou bien qui se fait maot, areu shelo. Donc ces choses lui appartiennent, comme vous voyez dans le petit schéma, petit dessin. Vous voyez donc, vous avez un ustensile et toutes sortes de fruits, de la récolte, des grains de blé, etc. sont à côté. Et vous voyez en hébreu, shelo. Shelo, ça veut dire ça lui appartient. Donc il rend le récipient, mais il garde la récolte. Il rend la bourse, mais il garde des pièces. Bravo. La Gemara dit, ah, bravo. Et la preuve, tu es un pro. La Gemara dit, tu es un pro. Pourquoi? Parce que tu as bien analysé la Mishnah, et ton analyse, elle est tellement vraie, ton analyse, que quoi? Qu'on retrouve ton analyse dans un autre texte qui est aussi écrit par des grands maîtres de la Mishnah, qui s'appelle la Braïta. Et on va voir qu'on va lire, on va mener un texte qui est écrit il y a des décennies, et on va trouver aussi cette distinction. Ça dépend. Si c'est à l'intérieur, tu dois tout rendre. Si c'est à l'extérieur, ce qui est à l'extérieur, tu peux garder. Voilà l'énoncé. Tanina le'ad tanurabana. On nous a appris dans la Mishnah ce que la Braïta nous enseigne. Ça veut dire que la Mishnah et la Braïta ils disent la même chose. Et voici l'énoncé. 2 points, ouvrez les guillemets. Voici l'énoncé. Matzah keli ulevana perot. Celui qui a trouvé un ustensile avec de la récolte posée devant. D'accord? Kis. Une bourse, mais les fanamot. Pas l'intérieur, devant. Dans ce cas-là, dit la Mishnah, la Braïta, Ariou Shelo. Donc, la récolte, il la met dans la poche, les 100 euros dans la poche, et il rendra le récipient et la bourse. Donc, bravo, on a fait vraiment, ici, on a fait un tiercé dans l'ordre. Ah, maintenant, on va pousser la réflexion plus. Donc, c'est clair, hein. Si c'est à l'intérieur, tout, il faut rendre. Si à l'extérieur, je prends ce qui est à l'extérieur et je rends rien que la partie qui est, la partie qui est ainsi. Maintenant, écoutez bien. Vous avez un portefeuille. 100 euros dedans et des 50 euros dehors. Vous avez compris? Dans le portefeuille, il y avait 150 euros. Il y avait 150 euros. Mais c'est pas 150 euros à l'intérieur. Il y avait 100 euros à l'intérieur et 50 euros dehors. Attends, comment ça marche là? C'est pas pareil. Mais on récolte parce que on identifie que c'est les mêmes grains qui sont à l'intérieur et à l'extérieur. Là, les 2 billets, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et les pièces, il y a une différence? Non, là, par rapport à la oui, récolte. mais c'est la même chose. Les mêmes grains de blé. Là, on voit que c'est les mêmes grains de blé qui sont dedans et dehors. Donc il y a un lien déjà entre ce qui est dedans et ce qui est dehors. Non, mais c'est la même chose pour les pièces aussi. Parce que quelqu'un qui avait une bourse, et tu ouvres la bourse, la moitié de la bourse, elle est dehors, et la moitié de la bourse, elle est à l'intérieur. Il n'y a pas une qualité dans les pièces. Non, il n'y a pas. C'est pas combien il y avait dans le portefeuille à la base. Comment C'est pas combien il y avait dans le portefeuille. Eh ben non, c'est ça le problème. Parce que là, même quand le dessin que vous voyez, le dessin, c'est possible que les grains de blé là qui sont par terre, ils étaient là avant, hein. Ouais, mais si la personne elle vous dit qu'il y avait 150 euros. Oui. Et dans le porte-monnaie, il y avait 100 euros et 50 euros à l'extérieur. Est-ce que vous lui rendez les 500? Ah, bravo. Ça veut dire que lui, il va donner le chiffre. Voilà, lui il dit moi il y avait 150. Voilà, c'est très bien. Alors ça, on avait vu auparavant. Est-ce que Minyan avait Siman ou Minyan lo avait Siman? Parce que comment lui sait qu'il avait 150? Peut-être qu'il avait 160. Peut-être qu'il en avait 180. Si quelqu'un, il arrive à inventer, c'est-à-dire il arrive de trouver le nombre de il arrive à définir
le montant exact. Il y avait 242 euros et j'avais 3 centimes. Voilà, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu es un prophète. Il y a un avis, toi. Comment tu sais savoir ça? Donc ça, c'est sûr qu'il faut le rendre. Mais non, mais c'est pas ça le cas. Le cas, c'est pas ça. Le cas, il n'en sait rien de combien il y avait. Mais tout simplement, toi, tu trouves le... Parce que lui, il dit combien il y avait d'argent, je sais pas. Je sais pas combien il y avait d'argent. Mais moi, je te dis, j'avais plein d'argent dedans. Combien il y avait de pièces, je peux pas te dire. Mais je peux te dire que le portefeuille m'appartient. Parce que le portefeuille, il y a mon numéro de téléphone, il y a mes initiales. Et c'est vrai, ce cas-là, c'est vrai. On parle pas de ça. On parle pas que si quelqu'un, il arrive, on a déjà vu ça, si quelqu'un, il arrive à deviner, par exemple, il dit, voilà, ça mesure 2 mètres 32,8 sur 1 mètre 42. Bah, comment tu peux faire savoir ça? C'est pas possible. Tu peux pas savoir exactement comment ça mesure, ni combien il y a de choses. Si tu le dis, c'est sûr. Ça, c'est ce qu'on appelle un siman mouvak. Minyan, mishkal. Tout le monde dit, ça pesait exactement 2 kg 42. C'est pas possible. Comment tu peux savoir ça? On peut savoir comment ça pesait ça? C'est sûr que c'est à toi. Donc on avait dit Minyan, Mishkal, Mida, Ave, Siman. Minyan, ça veut dire tu sais combien exactement, ou bien Mishkal, le poids, ou bien Mida, la mesure. Tout ça, c'est un Siman Mouvak. Donc on parle ici, c'est notre problème. Non, nous, on doit savoir. On trouve moitié à l'intérieur, moitié à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se dit, c'est pas. On rend la partie à l'intérieur, on la rend en propriétaire et on garde la partie extérieure. Non, la Gemara dit pas comme ça. Non. Ça devrait suivre la même règle. Non, parce que là, on voit une continuité. On se dit, mais c'est pas possible. On voit regardez, vous voyez le dessin. Dans le dessin, on voit, c'est pas possible. C'est les mêmes graines de blé. Il y en a qui sont tombées par terre, il y en a qui sont dedans. Une bourse. Oui, mais pour l'argent. Pourquoi une bourse? Vous savez les bourses qu'il y avait avant. Ils sont ouverts. Des pièces, oui, des pièces. Non, mais c'est vrai que non, parce que pourquoi le cas du portefeuille ne ressemble pas? Mais d'ailleurs, la Gemara va en parler, parce que le portefeuille, le problème, c'est que l'argent ne tombe pas. Si le portefeuille, tout le monde dit, mais pourquoi il est sorti ce 50 euros? Si le 50 euros il est sorti, alors pourquoi le 100 euros il est resté dedans? Il a fait comment? Il a fait la bracadabra? C'est pas normal. Non, mais prenons le cas de la Gemara. Après, on va voir après des cas, on va essayer d'être encore plus subtil, et c'est le FBI aujourd'hui. Aujourd'hui, après, vous passez maintenant votre diplôme vous pouvez rentrer dans le Shin Bet israélien. Hein? Enquêteur. Mais oui, c'est ça. On est dans un concert. Hein. Dans la Torah, on apprend tout. Hein. On veut tout savoir. On veut tout savoir, nous. Un juif, il est toujours curieux, il veut tout savoir. Vous savez ça? Il veut tout savoir. Même ça, on veut savoir. Allez. En tout cas, dans le cas suivant, on se dit, puisque ça lui appartient, eh ben, la suite aussi. On voit qu'il y a un lien direct entre ce qui est à l'intérieur, ce qui est à l'extérieur. Moitié-moitié, tout, il faut. Arrêt, Elo, Chayab, Leachiz. Vous te rappelez comment c'est les bourses avant? C'était une sorte comme ça. Par exemple, sur le dessin, on voit que c'est ouvert. Dans le cas où Arrêt chez nous, parce que quand le billet est dehors, les pièces sont dehors, il n'y a rien dans la bourse. Ou le billet. Mais on dit que peut-être que le billet l'a volé, et qu'il est d'ailleurs, mais s'il l'a volé, il rentre dans la bourse. C'est pas Mistaber, ça. Justement, ce qu'on dit, ça c'est pas Mistaber, qu'un billet de même une pièce d'argent, pour rentrer, on va dire, ça relève du miracle. Pour sortir, c'est facile, mais pour rentrer dedans, il faut vraiment faire. Vous savez, pour marquer un but, vous savez que pour marquer un but, pour faire rentrer le ballon dans les cages du gardien, ça prend beaucoup de temps. Beaucoup d'argent même. Quelques millions d'euros. Pourquoi on ne dit pas que le billet, dans ce cas-là, pourquoi on ne dit pas que le billet qui était par terre, lui aussi, il vient du vent qu'il a apporté? Celui-là? Oui, c'est très bien. C'est vrai aussi. Mais comme on a ce qu'on appelle des signes, on a Celui qui est à l'intérieur, il est annulé. D'accord. Il est annulé, on n'en parle pas. D'accord. Ce qui est à l'extérieur. Donc, mais on voit d'après, si vous voulez, la situation géographique qu'on a devant nous, si on voit les mêmes choses qui se trouvent à l'intérieur et à l'extérieur, on a plus
de chances de dire que ça vient et ça est simplement dégringolé que de dire il y avait un petit peu et juste la même chose c'est mis devant. Vous allez voir après, on va rentrer plus dans les finesses, vous allez mieux comprendre. En quelques instants, vous allez plus comprendre. Par exemple, je veux dire, par exemple, mais ce cas-là, je vais vous dire, je vais vous répondre à la question. C'est seulement dans un cas où le bec, ça veut dire la partie ouverte de l'ustensile, il se trouve juste en face. Mais imaginez-vous que vous le tournez, vous mettez à l'envers, et du côté fermé, vous avez un ustensile, vous avez la partie ouverte, la partie fermée. Si les graines de blé se trouvent exactement de l'autre côté, dans ce cas-là, ça ne marche pas. Parce que là, vraiment, comme vous dites, bon, il n'y a plus de rapport entre ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur. La preuve, c'est que ce qui est à l'intérieur se trouve du côté droit, et ce qui se trouve à l'extérieur se trouve du côté gauche. Donc on voit qu'il n'y a pas de rapport. On va dire un autre exemple. C'est par exemple, on va voir aussi, par exemple, si c'était quelque chose qui avait un couvercle ou bien qui avait un rebord. Donc quand il y a un rebord, ça passe pas, ça bloque. Mais bon, on va arriver à ça. On va plus après définir exactement. Le FBI, c'est pas en une minute que vous pouvez devenir agent au FBI. Hein, ça peut vous prendre un peu de temps. Donc reste encore quelques minutes avec moi et on va devenir après, on aura le diplôme. Eh ben oui, hein, tu vas être breveté, hein, tu pourras travailler là-bas. Hein. Allez, bravo. Maintenant qu'on a bien compris, on va maintenant faire un petit exercice qui s'appelle le Urminu. Urminu, ça veut dire on fait des contradictions. Voilà ce qu'on fait dans la Gemara. Dans la Gemara, on a fait un texte, on a dit des règles, on a dit des principes, et après on met en contradiction avec d'autres principes. On dit, ah, tu as dit ce principe, mais il y a écrit un autre principe. Comment ça marche ça? Ça contredit. Et on essaie de trouver des solutions. Donc on a dit, on se répète facile, comme ça on a les choses claires. Ce qui est à l'intérieur, ce qui se trouve à l'intérieur, c'est sûr que ça appartient au propriétaire. Okay? Ce qui est complètement à l'extérieur, c'est sûr que ça, tu peux le garder. Donc s'ils sont moitié-moitié, moitié intérieur, moitié extérieur, dans ce cas-là, tout appartient au propriétaire. Voilà ce que nous avons dit. Donc 3 cas, figure. Tout dedans au propriétaire. Tout à l'extérieur, c'est pour moi. Moitié-moitié, tout au propriétaire. Moitié-moitié, côte à côte. Oui, moitié-moitié, côte à côte. Mais pour l'instant, on n'est pas rentré tellement dans ce détail. Maintenant, ça va devenir, on va rentrer dans ce détail. Donc, on va essayer de voir moitié-moitié tout propriétaire, mais c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre enseignement, encore d'un autre maître de la Mishnah, qui va nous dire que si c'est côte à côte, eh bien, ce qui est à l'intérieur, tu le rends, mais la partie qui est à côté, tu le gardes. Ah ben, ça contredit. C'est comme vous avez dit, vous. Donc, on a un enseignement qui nous dit, ben, s'il est dehors, ça veut dire qu'il a dégringolé de ce qui est à l'intérieur, qu'il est tombé, qu'il est sorti de ce qui est à l'intérieur. Il y a un autre enseignement qui dit, non, ce qui est dehors, prends-le. Ce qui est dedans, rends-le. Eh ben, ça contredit. Donc, on a deux enseignements contradictoires. C'est ce qu'on fait dans la Gemara. Et donc, si contradictoire, on est obligé de trouver les cas, et c'est pour ça qu'on va maintenant définir encore plus dans la subtilité les cas. On va trouver des cas. Quand est-ce que moitié-moitié, ça appartient tout propriétaire, et quand est-ce que moitié-moitié, on fait mamage moitié-moitié. Moitié, la partie qui est à l'intérieur, tu le rends propriétaire, la moitié qui est à l'extérieur, tu le gardes. On va trouver les cas, on va s'éviter. Comme il a dit Shlomo Amelach, comment il a dit Shlomo Amelach? Ils sont venus deux femmes, ils ont dit, un il dit, mais c'est mon fils. L'autre il lui a dit, mais non, c'est le mien. C'est pas possible. C'est pas possible d'avoir un enfant pour deux, ça marche pas ça. Alors Shlomo Amelach dit, tu sais quoi? Amène-moi le sabre. On coupe en deux, moitié-moitié. Ce qui est à l'intérieur, c'est pour madame, ce qui est à l'extérieur, c'est pour l'autre madame. Alors, il a dit, non, la mère, elle a dit, non, je vous en prie, donnez-lui, rien que ne coupez pas mon enfant en deux. L'autre, elle a dit, comment pas couper? Coupe! Ça n'existe pas, une mère qui est cruelle, ça n'existe pas. Vous connaissez, ça n'existe pas. Par définition, ça n'existe pas. Donc, Shlomo Amelach, il l'a trouvé. Alors, dit la deuxième braïta, Matzah davar she'en bo siman. Si quelqu'un a trouvé quelque chose qui n'a pas de siman,
Mais Betsad Davar Shesh Bo Siman. Quelque chose qui se trouve à côté de quelque chose de Siman. Comme on l'a dit, il a trouvé des graines de blé. Mais à côté, il a trouvé un ustensile. Alors il dit la Braïta, Rav Lachiz. Ah, pourquoi Rav Lachiz? On a dit non. Moitié. Ce qui est de dehors. On a dit que quoi? C'est pas moitié. C'est pas moitié. Non, pour l'instant non. Non, pour l'instant non. Il doit tout rendre. Comme on a dit, il doit tout rendre. Dans ce cas-là, il doit tout rendre, comme on l'a dit au départ. Mais, Bal Siman, maintenant, si quelqu'un est venu et a donné le signe, de l'objet, un signe distinct de l'objet, et lui disait que ça appartient, Zacha Allah, Bedera Siman. La deuxième chose appartient à celui qui l'a trouvé. Là, on voit que c'est moitié-moitié. Celui de droite, là, avec le monsieur, là, avec son petit chapeau, lui, il prend la partie avec le V, là, le V, qui a Siman, et celui qui a trouvé, là, lui, il prend ce qui est par terre, qui n'a pas de Siman. Donc, on voit que moitié-moitié. Donc, on voit que si c'est moitié-moitié, ça, on doit le rendre. Mais pourquoi on doit rendre moitié-moitié? On a dit non. Si, on vient de dire il y a un instant que si il y a une moitié-moitié, tout appartient au propriétaire. Et là, on voit que moitié-moitié, on fait vraiment moitié-moitié. C'est ça la contradiction. Et sur ça, Rabotai, on va donner 4 réponses. Et les 4 réponses, ça va être, en réalité, c'est pas 4 réponses, c'est 4 cas de figure qu'on va essayer de voir. Quand on a moitié-moitié, lorsqu'on a moitié-moitié, on va essayer de trouver des indices pour savoir est-ce que vraiment ça appartient, est-ce que c'est tombé ou c'est pas tombé? Est-ce que c'est tombé de la première, du premier ustensile ou ce n'est pas tombé du premier ustensile? Et on va faire la chose suivante. Donc la première cas de figure, c'est la chose suivante. Regardez la bataille. Amar Rav Zvid Lokasha. Rav Zvid a dit Lokasha, ça dépend. Abe Kuva Vekitna. Abetzina ou Pere. Dit le Rav Zvid, il nous dit ça dépend de quoi on parle. Ça veut dire, parce que ça dépend de quel produit qui se sont à l'intérieur. Alors on peut trouver du lin et on peut trouver de la récolte. C'est-à-dire, dans le lin, d'accord? Dans le lin, c'est sûr et certain que, comme, je ne sais pas, vous avez vu du lin, ça colle un peu, c'est quelque chose qui adhère. Comme du coton. C'est quelque chose qui adhère. Alors que des graines de blé, lorsque vous enlevez les graines de blé, il ne reste plus de graines de blé dans votre dent. Vous avez un verre, vous mettez des graines de blé, vous faites comme ça, il n'y a plus rien dans le verre. D'accord? Alors que quand vous avez mis du coton, vous avez mis du lin, mais ça colle sur les parois, vous faites comme ça, alors ça colle, il y en a une partie qui va sortir, une partie qui va rester. Donc, dit la Gemara, ça dépend. Ça dépend de quel cas de figure on parle. Si ce sont un produit qui est par sa composition, il doit rester quelque chose à l'intérieur. Si maintenant tu vois qu'il reste rien, c'est sûr et certain que c'est pas lui. Parce que si c'était à toi, comment se fait-il qu'on ne retrouve pas des indices, ce qu'on appelle l'ADN? Est-ce qu'il reste de l'ADN? Est-ce qu'il y a de l'ADN dans l'ustensile? Est-ce qu'on peut retrouver des résidus du premier produit dans l'ustensile? S'il n'y en a pas, c'est drôle qu'il n'y en a pas. Alors, des graines de blé, s'il n'y en a pas, c'est pas grave. Parce que peut-être tout est tombé. Mais du lin qui est à côté d'un tonneau, parce que évidemment un tonneau c'est du bois, et s'il y a du bois, il y a les fibres du lin qui s'attachent au bois, parce que le bois il n'est pas toujours lisse, donc ça s'attache. Donc c'est pas possible d'avoir un tonneau plein de lin et d'avoir renversé le tonneau par terre et de ne plus retrouver aucun résidu de lin dans le tonneau. Donc c'est pour ça, dans ce cas-là, on est sûr et certain que si il n'y a pas de résidu dans l'ustensile,
c'est sûr et certain que ça n'a rien à voir. Il y a le tonneau, c'est une chose, et le lin, c'en est une autre. Alors que si on a un panier avec de la récolte, ben, le panier de la récolte, si tu l'as fait comme ça, tout est tombé, c'est pas grave. Dans ce cas-là, il faut être machiz. On a bien compris? Deuxième cas de figure, c'est, on va parler maintenant, on va faire une autre distinction. La distinction est la suivante. Ça dépend si, est-ce que toute la récolte est dehors, ou bien est-ce que la récolte, il y a moitié dedans, moitié dehors. Lorsque toute la récolte est dehors, on se dit, mais quel rapport y a-t-il entre le panier et la récolte? Ok, la récolte aurait pu contenir, le panier aurait pu contenir de la récolte, mais ça n'a rien à voir. S'il y a la moitié de la récolte à l'intérieur, la moitié à l'extérieur, il y a un lien. Mais si vous avez un panier et une récolte, quel rapport? C'est vrai qu'en général, on met de la récolte dans le panier, mais ça veut rien dire. Donc, le fait de n'avoir rien trouvé dedans, ça, c'est une preuve que ça n'a rien à voir. Et donc, tu peux prendre ce qui est à l'extérieur et garder ce qui est à l'intérieur. C'est la deuxième réponse. Troisième réponse, c'est de dire qu'en vérité, c'est la troisième. Troisième réponse, c'est de dire, comme on vient de dire un instant, ça dépend en réalité où se trouve l'ouverture du panier. Est-ce que l'ouverture du panier se trouve face à la récolte, ou bien l'ouverture du panier se trouve sur le côté? Ben, c'est normal. Si vraiment ça tombait de là-bas, comment ça se fait qu'il se trouve derrière? Il n'y a pas des pieds, la récolte, elle ne peut pas marcher derrière. Donc, c'est sûr et certain, si tu trouves un panier qui tombe et toutes les graines de blé ils sont en face de l'ouverture, ça a l'air que ça vient de là-bas. Mais si tu as l'ouverture du panier d'un sens et la récolte d'un autre sens, ben, ça n'a rien à voir. Donc, si ça n'a rien à voir, donc tu prends ce qu'il y a à l'extérieur et tu rends rien que le panier. Vous comprenez? Ça, c'est une troisième indice. Quatrième indice, c'est le suivant, c'est de dire, ça dépend. Est-ce que il y a des Ouganim Metzina, Aldetle Ouganim Metzina? Ça dépend dans un cas. Est-ce que le panier, il a des rebords, ou le panier, il n'y a pas de rebord? Parce que lorsque le panier, il a un rebord, donc on comprend bien que il restera toujours, quand un panier a un rebord, quand vous le faites tomber, il restera toujours. Voilà, prenez un pack de lait, vous n'arrivez jamais à enlever tout le lait qu'il y a dedans. Il y a toujours une petite goutte de lait, un verre, toujours reste quelque chose dedans. Donc le fait qu'il y a un rebord, cela empêche cela empêche les graines de blé de partir. Il restera toujours un grain collé à droite, à gauche. Alors que s'il n'y a pas de rebord, on fait comme ça, tout part. D'accord? Donc voilà ce que l'Agma dit. Il y a 4 indices pour définir, 4 indices pour définir exactement à qui appartient les choses qui sont à l'extérieur. Premier indice, c'est de savoir de quel produit on parle. Est-ce qu'on parle d'un produit qui doit rester quelque chose à l'intérieur ou des choses qui sont lisses et qui partent? Deuxième indice, c'est de savoir le positionnement. Est-ce que le positionnement, est-ce que c'est en face ou c'est pas en face? Troisième indice, comme vous l'avez vu ici, là, vous voyez, les dessins, ils sont très clairs, les dessins, d'accord? Troisième indice, c'est de savoir, est-ce qu'il reste quelque chose ou il reste rien? S'il reste quelque chose, ça a l'air de dire que c'est la même chose. S'il reste rien, qui te dit que ça appartient à ça? Oui. Quatrième indice, est-ce qu'il y a un rebord ou il n'y a pas de rebord? Vous voyez? Donc je répète. C'est beau de voir la conscience des présomptions est poussée. Ça veut dire que dans... Ah oui, Ah oui, non, mais on est en train de vous dire, c'est la BI là. En fonction de l'indice, où on rend la totalité, où on garde... Exactement, voilà, c'est ça. Donc vous avez 4 indices. D'abord, vous regardez le positionnement. C'est en face, ça a l'air que c'est dégringolé, ça a l'air que c'est sorti de là-bas. Bon, ça tu rends tout. Mais si c'est un il est à droite, un il est à gauche, bon, ça n'a rien à voir. Tu prends ce qui est à l'extérieur, tu gardes, tu prends ce qui est à l'extérieur et tu rends la partie canal. Ça c'est le positionnement. Toujours dans le cas où il y a quelque chose encore dans le kéli. Hein? Plus rien dans le kéli. Alors voilà, ça aussi. Très bien. S'il n'y a plus rien dans le kéli, s'il reste plus rien dans le kéli, tu prends tout ce qu'il y a à l'extérieur. S'il reste quelque chose à l'intérieur, là tu rends.
Ça, c'est le deuxième indice. Le troisième indice, ça dépend de la qualité du produit et il y a deux paramètres. Est-ce qu'on parle du contenant et du contenu? Le contenant, il est lisse, donc ça part. Le contenant, ça adhère et ça dépend aussi du produit. Donc, vous prenez du lin, vous le mettez dans du bois, et ben ça va rester, ça va s'accrocher. Il va y avoir des particules de lin. Donc, on voit le lien. Et quatrième paramètre, il faut voir comment est fait le contenant. Est-ce qu'il est fait avec un rebord ou sans rebord? Donc tout ça, c'est si vous voulez, ce sont des indices qui vont nous prouver est-ce que ça provient de l'intérieur ou bien ce sont deux dossiers. Il y a le dossier A, c'est le contenant, et le dossier B, le contenu. Donc le contenu, tu te le gardes, et le contenant, tu le rends. Parce que le contenant, toujours, de toute façon, il y a Siman. Donc on a bien compris combien on a poussé notre réflexion pour définir à qui appartient. Donc vous voyez comment ça marchait. La Mishnah, elle nous dit des choses, oui, bon, ça a l'air hyper facile, on a ça avec les petits-enfants voilà, on fait la Mishnah, tout est bien, qui finit bien. Mais on n'a pas bien. La Gemara dit, attention. On a dit quelque chose de bien précis. Il faut que tu arrives à définir exactement la partie qui n'a pas de siman. Est-ce qu'elle pourra être restituée grâce au siman d'une autre partie? Et là, sur ça, il y a toutes sortes de variations. On dit, attends, ça dépend. Si c'est à côté, c'est pas à côté, est-ce qu'il y a moitié dedans, moitié dehors? Est-ce que c'est ce produit, ce pas produit? Est-ce qu'elle a un rebord, elle n'a pas de rebord? Tout ça fait que maintenant, le cas de figure qui va se poser devant nous, on verra tout de suite de quoi il s'agit, comment ça se positionne. Prenez une photo, comment ça s'était positionné. Comme ça, c'était pas comme ça. Et est-ce qu'il y avait il y avait un rebord, il n'y avait pas de rebord? Est-ce que tout est sorti? Il n'y avait que la moitié qui est sortie, etc., etc. Et d'après ça, vous allez statuer. Plus il y a des preuves que ça vient du même, c'est le même, on va dire, c'est le même dossier, c'est la même chose. C'est lui qui était dedans et qui est sorti. Voilà, les amis. Vous avez bien compris? Bravo. Et voilà, et c'est comme ça se termine donc ce petit chiot de 1 heure. Bon, on passe 1 heure, je n'ai même pas remarqué. Je pensais qu'on a fini, c'est 5 minutes qu'on a commencé à étudier. Bravo les amis. Alors la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Quelle situation? Ça va être des indices qu'on peut associer. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver plusieurs. Ah non, un seul indice peut suffire. Parce que comme je dis, c'est pas marloquette, c'est chacun il ajoute un indice. Un dit A, l'autre dit B, voilà, il y a l'indice A, l'indice B, l'indice C. Si tu as un indice, déjà c'est bon. Alors le dernier cas où il y a un bord, il y a des rebords. Ouais. Pourquoi il dit que cet indice est bon? Parce que quand il y a des rebords, forcément, il y en a qui vont rester. Oui. Mais maintenant, s'il y a des rebords et qu'ils voient que dedans, il n'y a rien. Ah ben alors, c'est sûr que dans ce cas-là, tu le rends. Tu le gardes. Ah, voilà. Voilà, c'est ça qu'on dit. Cet indice, il est suffisamment flagrant pour que tu décides. S'il y a un rebord et il n'y a rien, c'est sûr que ça c'est pas encore plus. Voilà, en plus forte raison, ça fait pas partie. Il va se dire ça fait pas partie, donc je garde. Oui, donc dans ce cas-là, par exemple, cet indice, il est à lui seul, il peut ne pas suffire. Non, il suffit. Pourquoi il suffit pas? Parce que quand il y a un rebord. Quand il y a un rebord, eh ben ça dépend. Lorsqu'il y a un rebord, tu vois, s'il reste quelque chose, donc c'est une preuve que c'est la même chose. Mais s'il reste rien, tu as une preuve formelle que ça ne provient pas de là-bas. C'est ça. Donc chacun, il est autonome. Chaque indice, il est autonome. Chaque indice est autonome. Comme la position. Si tu vois que la position est à l'envers, tu le gardes. Si tu vois que y a un rebord, il n'y a pas de graine de blé. Si c'est à l'envers et il reste des trucs à l'intérieur, par exemple. C'est pas grave. Même si c'est à l'envers et des trucs à l'intérieur, déjà le positionnement, il te fait niette. Il y a une hiérarchie dans les quatre. Parce que le dernier avec le rebord, s'il n'y avait rien dedans, alors ça n'est plus valable. Oui.
Non, mais moi je parle l'indice pour le prendre, pas l'indice pour le rendre. C'est ça. L'indice pour le prendre. On est en train de dire 4 indices pour le prendre, pas pour le rendre. Premier indice, s'il est à l'envers. Deuxième indice, s'il y a des rebords et tu n'as pas trouvé quoi que ce soit dedans. On dit les indices pour le prendre. On te dit, quand est-ce que tu as le droit de le prendre? D'accord? Si par exemple tu as du lin, il n'y a rien dedans. Ça va pas. Voilà, c'est là donc où tu le gardes. Donc on dit 4 indices pour le prendre. Ah, et là, ça fait force. Et là, un seul, parce que c'est pas possible que tu as du lin dans un tonneau et tu trouves rien. Il y a quelque chose qui tourne pas rond là. Du lin dans un tonneau et tu trouves rien, et tu trouves pas un petit tuyau là, un petit. Et là, il y a plus de discussion possible. Il y a deux objets de nature différente totalement. Par exemple, le panier comme ça, qui a pas de rebord, et devant, c'est pas du blé, c'est des pièces d'argent. Mais un panier avec un rebord ou pas un panier sans rebord? Non, sans rebord. Sans rebord, oui. C'est seulement s'il y a quelque chose qui reste. Mais s'il y a sans rebord, on l'a dit, même s'il reste rien, c'est pour on machrise. On l'avait dit. Là. Oui, sans rebord, même s'il reste rien, on est marquise. Non, mais mais si c'est des pièces d'argent, pas du blé. C'est improbable qu'il y avait de l'argent dans le panier qui normalement porte du blé. Oui, ça c'est sûr. Alors, ça c'est sûr. Donc si c'est deux choses qui n'ont rien à nature voir, différente, ça c'est évident. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci ça. Si vous trouvez un iPhone avec avec un verre de lait, les gens ne mettent pas, sur leur iPhone dans du lait, non, dans un verre de lait. Claro. C'est clair. Ok. Kazakh. Pardon. Pourquoi on doit annoncer si Vous savez comment éteindre ça, Rabbi? Non, je vais dire à monsieur là, parce que. Vous savez pourquoi il ne peut pas s'arrêter aujourd'hui? Alors on va regarder. Ah voilà, excusez-moi.